Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La commission des lois du Sénat unanime pour demander le report de la réforme du droit d'asile. Les sénateurs veulent auditionner la Cour des comptes. Dans un rapport, elle dénonce un système au bord de l'embolie dont le coût avoisine les 2 milliards d'euros. Un amendement en soutien à l'investissement. Le gouvernement veut traduire dans la loi Macron les mesures destinées à réduire l'impôt sur les sociétés de 2,5 milliards d'euros en les incitant à investir entre avril 2015 et 2016. Les explications dans ce journal. Larcher et Bartolone au chevet de l'engagement républicain. Les deux présidents ont rendu à François Hollande leurs rapports respectifs sur l'appartenance républicaine. Deux regards, deux propositions qui divergent. On en débat avec nos invités dans un instant. Le Sénat rattrapé par l'actualité tragique de ces 400 migrants disparus noyés en mer Méditerranée alors qu'ils tentaient de regagner l'Italie. Un drame que l'on découvre le jour où la commission des lois doit examiner la réforme du droit d'asile. Un texte sensible que les sénateurs souhaitent reporter afin d'auditionner la Cour des comptes, très critique sur la politique de la France en la matière. Marie Brémaud. La réforme du droit d'asile, un texte de loi obligatoire. La France est pointée du doigt par l'Union européenne pour des délais de procédure bien trop longs. En moyenne, un prétendant au statut de réfugié attend entre 16 et 24 mois pour obtenir une réponse. Les sénateurs veulent le réduire à 9 mois au maximum. Si on ne fait pas ça, on embolise totalement la procédure et ceux qui méritent d'avoir la protection ne l'ont que dans des délais extrêmement longs. Et ça, c'est pas possible. Mais le Sénat sur ce texte veut aller plus loin et s'attaquer au problème des déboutés du droit d'asile. Selon la Cour des comptes, 75% des demandes sont rejetées et une majorité des déboutés resteraient au final sur le sol français. On ne peut pas accepter que des gens utilisent cette procédure à d'autres fins que celles pour obtenir l'asile, c'est-à-dire en fait le fait de venir sur le territoire national et d'essayer par tous les moyens de s'y maintenir, et surtout s'ils n'ont pas en réalité sur le fond la possibilité d'obtenir le statut de réfugié. C'est ça l'enjeu. Le rapporteur UMP du texte propose donc que le refus du statut de réfugié soit assorti d'une obligation de quitter le territoire et que ce refus empêche toute autre demande de droit au séjour. Jean-Noël Buffet envisage même des assignations à résidence, le port du bracelet électronique, voire le placement en rétention pour certains déboutés du droit d'asile. Mais avec ces propositions, certains estiment qu'il y a une confusion des genres. Il y a une différence entre la politique de l'immigration et la politique de l'asile. La politique de l'immigration, c'est une politique que définit chaque État. L'asile, ça repose sur la Convention de Genève, c'est un droit. Le texte de loi sera examiné par le Sénat au mois de mai. En attendant, la Méditerranée est quotidiennement le théâtre du désespoir humain. On est toujours sans nouvelles des 400 migrants disparus en mer dimanche, alors qu'ils tentaient de gagner les côtes de l'Europe sur une embarcation de fortune. Deux visions opposées sur l'engagement républicain. Gérard Larcher et Claude Barthelone ont présenté à François Hollande les conclusions de leur réflexion sur l'appartenance républicaine. S'ils partagent un même constat d'une France repliée sur elle-même et tentée par le communautarisme, leurs réponses prennent des chemins différents. Paul Bouffard. L'un cite Charles de Gaulle, l'autre François Mitterrand. Leur engagement républicain est différent et presque opposé. Pour Gérard Larcher, il est essentiel de mieux contrôler les flux migratoires. La France devrait fixer des quotas annuels d'entrée sur le territoire, cela en fonction des capacités et des besoins des entreprises françaises. Contrôle de l'immigration au risque que les communautarismes ne disloquent la nation. Autre point, le dialogue franc avec l'islam. La politique ne doit pas ignorer le fait religieux. Pour l'élu UMP, l'islam doit s'organiser de manière plus représentative. L'État qui doit être laïque, qui doit conserver la loi de 1905 de manière intangible, a la responsabilité de prendre en charge un certain nombre de relations avec les cultes dont le socle doit respecter les valeurs de la République. Et parmi ces valeurs partagées, je pense à la question de l'égalité homme-femme. Claude Barthelone, lui, appuie sur le développement de la citoyenneté. A l'inverse, pas question d'immigration ni de religion ou de laïcité dans son texte, mais plutôt une lutte contre l'abstention. L'élu de Seine-Saint-Denis souhaite l'instauration du vote obligatoire pour toutes les élections. Cette démarche, pourquoi? Parce que la démocratie, ça s'entretient. La démocratie, ça s'irrigue. Et je ne connais pas meilleure manière d'arroser la démocratie que de dire voilà, je participe avec la goutte que représente mon bulletin de vote pour lui permettre de croître.
Autre mesure, des petits trucs, comme il le dit, pour le monde associatif, facile à mettre en œuvre. Création d'un droit à l'engagement associatif, un créditant engagement pour les salariés effectuant leur service civique. Au final, une centaine de propositions pour 2 rapports restés indépendants, car au lendemain du 11 janvier, les 2 présidents du Parlement devaient travailler ensemble. Mais fâchés sur leur vision du bicamérisme, ils ne trouveront jamais de voie commune. Comment renforcer l'appartenance républicaine? Les propositions des présidents des 2 assemblées peuvent-elles favoriser l'engagement citoyen? On en parle dans un instant dans notre débat. La France va poursuivre son objectif de réduction de déficit public en dessous de 3% du PIB en 2017, mais sur la base de prévisions de croissance plus prudentes, donc peut-être plus crédibles qu'auparavant. Michel Sapin, le ministre des Finances, a présenté la trajectoire budgétaire de la France d'ici à la fin du quinquennat. Et Paris entend baisser régulièrement son déficit jusqu'à l'équivalent de 2,7 en 2017, avec 2 étapes à 3,8% cette année, puis 3,3 en 2016. Emmanuel Macron veut soutenir l'investissement. Le ministre de l'économie a déposé un amendement à son projet de loi sur la croissance examiné en ce moment par le Sénat. Objectif, mettre en musique les annonces de Manuel Valls concernant la réduction de l'impôt sur les sociétés. Nathalie Guilloire. C'est l'amendement surprise du jour et il est déposé par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Son but, donner un coup d'accélérateur à l'investissement. Aujourd'hui, juste avant le début de la séance, il présente son texte à la commission spéciale du Sénat. Ce n'est pas un amendement au dernier moment, c'était simplement, le Premier ministre a fait la semaine dernière des annonces très précises et il était important de les traduire le plus vite possible dans la loi, ce qui était notre souhait et ce que nos concitoyens attendent pour leur donner une pleine visibilité, c'est l'objet de cet amendement. Cette mesure prévoit de réduire l'impôt sur les sociétés de 2,5 milliards d'euros pour les inciter à investir. C'est un coup de pouce pour les entreprises. Toutes sont concernées. Il s'agit de majorer de 40% le montant des amortissements pendant 1 an. C'est pour aider à l'investissement des entreprises, donc c'est vraiment une mesure qu'elles attendent, une mesure qui a un impact immédiat. Et vraiment, nous sommes heureux que parmi tout ce texte et les nombreux éléments qu'il compose, il y ait vraiment une mesure forte pour l'investissement de nos entreprises, quelle que soit leur taille. Les sénateurs sortent donc satisfaits de cette réunion, car cette mesure, ils l'attendaient depuis longtemps. Nous avions, depuis le début des débats, souhaité que le gouvernement mette du peps, si j'ose dire, dans son projet. Et nous avions remarqué qu'il manquait d'éléments qui soient vraiment des éléments de relance. C'en est un, il sera discuté en séance, mais l'approche est plutôt positive. Et elle rejoint la préoccupation exprimée par la majorité sénatoriale depuis des mois. Le gouvernement y vient un peu tard, mais il y vient. Cet amendement pour soutenir l'investissement devrait être débattu jeudi ou vendredi et le projet de loi Macron fera l'objet d'un vote solennel le 6 mai. Gérard Larcher veut poursuivre sa réforme du Sénat. Ce matin, le bureau de la Haute Assemblée a adopté un guide des bonnes pratiques concernant l'utilisation de l'IRFM. Cette enveloppe destinée à couvrir les frais des sénateurs, mais pas toujours transparente. Louis Sibylle. C'est une enveloppe qui a longtemps été peu transparente. L'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Une enveloppe de 6 037 € par mois qui désormais sera un petit peu mieux contrôlée. Cet argent sert aux sénateurs pour toutes les dépenses courantes de leur mandat. Exemple, transport, fourniture, repas. Jusqu'ici, les parlementaires n'avaient aucun compte à rendre sur son utilisation. Dorénavant, un guide de bonne conduite pourra répondre à leurs questions. Est-ce qu'on peut financer les frais de déplacement de nos attachés parlementaires ? Voilà. Donc oui, avec les mêmes règles qu'on a dans n'importe quelle entreprise ou fonction publique, ou justificatif et forfait kilométrique, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que ce guide des bonnes pratiques est nécessaire. En revanche, interdiction de s'acheter sa permanence parlementaire avec cette enveloppe. Une façon déguisée d'acquérir un bien personnel. Le Sénat, très critiqué ces derniers temps, veut montrer patte blanche. Problème, les parlementaires reçoivent d'autres indemnités liées à leurs fonctions. Certains veulent tout remettre à plat. Il faut revoir l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y ait une clarté plus grande entre ce qui relève de l'indemnité de fonction, encore une fois qui est nettement inférieure aux autres pays européens, et l'IRFM qui est nettement supérieure. Je crois que c'est une réforme globale qu'il faut faire. Le Sénat veut aussi lutter contre l'absentéisme. Ces 6 000 € seront un levier. En cas d'absence répétée en commission ou en séance, un sénateur pourrait perdre jusqu'à la moitié, soit 3 000 €.
Le bureau du Sénat a levé l'immunité parlementaire du sénateur RDSE de Tarn-et-Garonne, Yvon Collin, visé par une enquête pour corruption. Le vote a eu lieu à main levée. Au préalable, Gérard Larcher, président du Sénat, a rappelé que le sénateur avait lui-même demandé la levée de son immunité afin de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Alors, cet après-midi, une autre information, la Commission des affaires sociales a auditionné Jean Leonetti et Alain Claes. Les auteurs de la proposition de loi sur la fin de vie sont revenus longuement sur les deux points clés du texte, la sédation profonde et les directives anticipées. Sachez également que 2 rapporteurs ont été nommés sur le projet de loi santé. Il s'agit de Michel Amiel et de Gérard Derriot, mais l'examen de ce texte risque d'être décalé à l'automne. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré à la remise du rapport de Gérard Larcher et celui de Claude Barthelone au président de la République. 2 rapports distincts pour renforcer le sentiment d'appartenance à la République. Avec nos invités ce soir sur ce plateau, Nadia Bellaoui, bonsoir. Vous êtes présidente du mouvement associatif. Merci d'être avec nous. Jacques-Bernard Magnier, sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Merci d'être avec nous. Vous êtes également vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Et Fabienne Keller, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous. Alors, il y a ces rapports, car il y en a 2 rapports distincts, 2 visions séparées. Quand Claude Barthelone veut développer la citoyenneté en instaurant un vote obligatoire, Gérard Larcher, bien lui, propose un contrôle de l'immigration, renforcement de l'autorité à l'école et dialogue franc avec l'islam. Nadia Bellaoui, vous qui avez été auditionnée par le président du Sénat, Gérard Larcher, qu'avez-vous pensé de la synthèse de ces 2 propositions? Je retiens d'abord que les 2 rapports expriment que les hommes et les femmes politiques n'ont pas pour seul rôle de gérer, de créer des équipements, d'offrir des prestations, qu'ils ont aussi à comprendre, à écouter et à apporter de la confiance et de l'appartenance. La représentation nationale disant cela, c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, en France, les lieux de parole, de construction identitaire au-delà de la famille et d'engagement, ce sont d'abord les associations, 16 millions de bénévoles, 1 Français sur 2 qui adhèrent, 1 Français sur 4 qui s'engagent. Ces sujets sont des sujets importants et il est bon que la représentation nationale s'y penche. Jacques-Bernard Magnier, vous qui êtes parlementaire et vous réagirez aussi, Fabienne Keller, jusqu'à présent, la représentation nationale ne s'était pas penchée suffisamment sur ces questions d'engagement républicain et d'appartenance à la nation, selon vous? Je crois que les attentats, les assassinats du mois de janvier ont contribué à la prise de conscience de problèmes qui peuvent exister dans notre société et que l'on connaissait certainement, mais peut-être qu'on n'avait jamais vu l'importance et l'intérêt de s'y pencher très rapidement. La mission qui a été confiée aux 2 présidents aussi montre la volonté du président de la République de faire travailler les assemblées sur ces questions. Et je note que, à la différence du président Larcher, le président Barthelone a réuni une commission dans laquelle il y avait des députés de la majorité de l'opposition, a fait travailler 2 fondations, la fondation Fondapol et la fondation Jean Jaurès sur ces questions, et qu'il a apporté, à mon avis, des propositions qui étaient un peu plus constructives et larges. Vous avez parlé du vote obligatoire. C'est une question, si on me l'avait posée il y a 1 an, à laquelle j'aurais répondu certainement pas. Les obligations, il y en a déjà assez. Quand on voit les résultats de la participation aux élections départementales que nous avons eues récemment, celles qu'on nous promet aux élections régionales de bientôt, on peut se dire qu'après tout, pourquoi ne pas réfléchir au vote obligatoire de nos concitoyens? Fabienne Keller, alors c'est vrai qu'il y a 2 méthodes différentes, 2 styles différents, celui de Gérard Larcher qui a peut-être pas consulté les parlementaires, les sénateurs, mais qui a auditionné de nombreuses personnalités, notamment issues de la société civile. Quel regard portez-vous sur ces propositions? Oui, alors je confirme que Gérard Larcher a beaucoup auditionné, il a aussi associé les sénateurs à différentes rencontres. Moi-même, j'ai participé à une rencontre avec l'Académie des sciences morales et politiques et c'était un moment intellectuellement très intéressant. Moi, je lirais ces 2 démarches comme plutôt complémentaires sur un débat, et vous avez raison,
qu'on n'identifiait pas comme un débat des élus, eh ben, c'est une bonne chose. Le lien social, l'engagement républicain, la construction de ce creuset républicain, ce que nous partageons pour mieux découvrir et s'enrichir de nos différences. C'est le cœur du sujet. Je trouve que c'est formidable. C'est en fait le cœur de notre engagement politique. Et on a plaisir à participer à ce débat et à essayer de l'approfondir. Différentes propositions sont sur la table. Moi, je pense que le débat doit continuer pour s'approfondir et pour se concrétiser aussi. Parce que après le choc des attentats, maintenant, il faut de l'action concrète pour retisser. On a vraiment besoin à François Hollande de voir ce qu'il fait de ses propositions. Oui, mais à nous tous aussi. Nadia Belaoui, je reviens quand même. Alors, on sait que ces rapports ont été demandés à François Hollande après les attentats de Charlie Hebdo. Mais pourquoi en est-on arrivé là, finalement, à ce besoin de renforcer ce sentiment d'appartenance à la République? À quel moment il y a un fléchissement de cette appartenance républicaine? Nous en sommes là parce que nous sommes sous le choc quand même des événements qui se sont déroulés, qu'il s'agit de ne pas oublier. On a tendance quand même à oublier pour vivre mieux, mais il est important que ce qui s'est passé en janvier, nous en tirions très durablement des conséquences. Mon sentiment quant à l'analyse, c'est que il est à la fois urgent d'agir, mais qu'il est tout à fait possible de faire appel aujourd'hui très concrètement à l'envie d'appartenance à la nation. Ce ne sont les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité n'ont jamais autant résonné finalement dans la vie des Français. Ce qui pose problème, c'est vraiment l'écart, le grand écart entre des droits énoncés, des devoirs énoncés et des réalités qui empêchent à la fois d'exercer ces droits et ses devoirs, parce que des freins à l'engagement, il y en a beaucoup. Un certain nombre ont été cités, et je retiens tout particulièrement le fait que le Sénat, comme l'Assemblée, ont admis finalement ou approuvé l'idée que le service civique faisait partie de ces lieux, de ces espaces qui permettaient de lever les freins à l'engagement. Et pour nous, les associations qui accueillons 80% des jeunes qui s'engagent aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et pourtant, Jacques-Bernard Magnier, ce service civique n'est pas forcément, cette notion d'obligation n'est pas forcément reprise ni par Gérard Larcher, ni par Claude Barthelone. Vous le regrettez ? Non, nous avons eu un débat récemment au Sénat qui, à l'initiative d'un groupe politique, et qui nous a permis de nous exprimer là-dessus. Et je crois que majoritairement et quasiment unanimement, nous sommes pour un service civique universel, mais non pas obligatoire. Parce que aujourd'hui, ce qui est obligatoire peut être vécu comme une contrainte. Et puis, il faut laisser le volontariat s'exprimer. Et comme l'a très bien dit Mme Belaoui, aujourd'hui, il faut absolument faire naître les notions d'engagement. Et à l'école, puisque vous pensez bien que dans ce qui a été proposé, j'ai surtout regardé le volet concernant l'école. Et en définitive, dans ce volet-là, il y a, de la part notamment du président de l'Assemblée nationale, volonté de favoriser les engagements. Et le service civique en est un, mais il en est d'autres. Par exemple, tout ce qui est nouveau rythme scolaire et l'intervention des mouvements associatifs que vous représentez ici ce soir est vraiment important, puisque ça permet de faire travailler avec les enseignants, avec les parents d'élèves qui sont concernés par l'école aussi, une troisième partie qui est le mouvement associatif et qui malheureusement dans les 10 dernières années a été un peu oublié dans notre monde scolaire. Fabienne Keller, avant d'arriver à cet engagement républicain, il y a aussi peut-être ce travail sur le sentiment d'appartenance à la nation, et on sait que Gérard Larcher a intitulé son rapport « La nation française, un héritage en partage ». Est-ce que c'était le bon biais selon vous pour traiter ce problème de l'engagement républicain, de ce sentiment d'appartenance ? Il est absolument indispensable de se sentir chacun avec ses caractéristiques propres, sa richesse, sa personnalité, mais faisant partie d'un tout, y ayant un rôle, des droits, des devoirs, et puis aussi une possibilité de construire son chemin personnel, mais dans des règles et un sentiment de contribution collectif. Alors, pour expliquer aussi la démarche, on évoque les attentats, mais il y a aussi la fragmentation de la société, qui est liée à la montée des communautarismes, il faut en parler, et également... Le constat est partagé aussi bien à droite qu'à gauche. En tant qu'élu urbain, je voudrais dire aussi la montée du chômage, qui a un effet terrifiant sur les familles, de repli, de fermeture.
quand on n'est pas à l'aise dans sa vie professionnelle, on a plus de mal à être en relation avec les autres. Outre les problèmes financiers, ça crée aussi un problème, une fragilité, un repli sur soi. Donc il est indispensable de parler d'action collective, de participation, chacun comme il le souhaite, mais avec des repères communs. C'est ce creuset républicain sur lequel Gérard Larcher c'est l'école, ce insiste creuset beaucoup. Nadia Bellaoui. Bien sûr. Oui. Incontestablement. Ça n'est pas si facile de dire nous. Or, c'est dans l'école, finalement, qu'on rencontre, en principe en tout cas, d'autres catégories de la population, des gens que finalement, on n'est pas amené à rencontrer dans sa famille. Et tout l'enjeu, précisément, c'est que ça n'est pas assez le cas aujourd'hui et que l'école elle-même, cette institution, qui est le principal creuset républicain, eh bien, accélère les inégalités, les amplifie plus qu'elle ne les combat, en tout cas suffisamment. Donc l'éducation doit continuer à faire l'objet d'un consensus républicain, en tout cas elle doit le devenir et être durablement refondée pour tenir ses promesses. Jacques-Bernard Magnier, pas assez de mixité sociale, ce que vient de dire Nadia Bellaoui, et dans ce rôle de l'école. Oui, le rôle de l'école, effectivement, qui aujourd'hui peut être mis en accusation parfois, et elle l'est souvent, cette école mise en accusation, et elle l'est encore dans le rapport de M. Larcher, que j'ai lu pour cette partie-là. Il y a bien une demande de remise... la nécessité de renforcer l'autorité. Forme d'autorité, la hiérarchie. On dit qu'il faut des chefs d'établissement qui puissent choisir leurs professeurs, par exemple les principaux de collège. Il faut qu'il y ait des directeurs d'école à l'école élémentaire, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y avait la plus d'autonomie dans la pédagogie aussi. Il y a effectivement une volonté d'autonomie des établissements, sanction des familles qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école ou qui penseraient différemment de ce qu'il faut penser. Et moi, je crois qu'il faut faire très attention parce que l'école, c'est un lieu très sensible. On nous a déjà mis une commission d'enquête qui a comme pour vocation d'essayer de démontrer... effectivement, pour expliquer aux téléspectateurs, une commission d'enquête ici au Sénat, à la demande de l'UMP, sur cette question des valeurs républicaines à l'école. Et cette commission d'enquête, à mon avis, aurait très bien pu être une commission simplement d'information, parce qu'aujourd'hui, on fait prêter serment à des gens qui viennent nous dire des choses fort banales que l'on sait, et il n'y a rien, il n'y a pas de secret dans tout cela, il y a effectivement un constat que l'on peut faire. Malheureusement, je crois qu'il y a parmi nous des gens qui voudraient faire porter la responsabilité aux enseignants, à l'école, d'être un lieu qui ne joue pas son rôle, pas assez bien son rôle vis-à-vis de la citoyenneté. Moi, je pense qu'il y a besoin d'abord de former les enseignants. Et pendant les 10 dernières années, on l'a démontré, on l'a vu dans la refondation de l'école, et on a manqué de formation des enseignants, et on a manqué de possibilité justement de transmettre ces valeurs citoyennes et d'insister sur la valeur de la pédagogie et de la transmission des valeurs citoyennes. L'école, c'est pas seulement un endroit où on apprend des choses, c'est aussi un endroit où on apprend à être citoyen. On a l'impression qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos collègues s'en aperçoivent. Est-ce que vous avez le sentiment, Fabienne Keller, que l'école est en accusation dans le rapport de Gérard Larcher, justement, sur l'absence d'investissement des professeurs dans l'engagement citoyen des jeunes, je n'ai pas du tout cette lecture du rapport de Gérard Larcher. Ma lecture en est différente de la vôtre. Au contraire, si vous le dites, allez-y, Fabienne Keller. Il s'appuie sur l'école en disant combien c'est le lieu important, le lieu référent. En effet, toutes les familles d'un quartier, ils scolarisent leurs enfants. C'est largement vrai pour l'école primaire. Mais ça renvoie à la question de la mixité dans nos territoires. Et c'est vrai que souvent, cette mixité n'est pas assez présente dans les établissements qui reflètent le quartier qu'il y a autour. Gérard Larcher fait des propositions concrètes autour de la reconnaissance du mérite. Je pense qu'il est important dans le système éducatif qu'on désigne les enfants qui travaillent bien, qu'on le dise à leur famille, à leur entourage, qu'on les aide. Pourquoi avoir supprimé les internats d'excellence, comme l'a fait la ministre de l'Éducation, qui épaulait des élèves, qui avaient des... Mais c'était des élèves méritants de quartiers fragiles et qui constituent, par leur parcours, un exemple quand ils reviennent dans leur famille, dans leur quartier. Il fait des propositions concrètes de meilleur niveau de responsabilité pour les directions d'école. Elles le demandent. Les directrices, parfois directeurs d'école, ont la responsabilité, mais ils ont très peu de marge de manœuvre, par exemple, pour conduire un projet pédagogique bien adapté, à la fois aux ressources de leur territoire, et puis à la réalité des enfants et de ce pour construire le projet qui leur semble le plus efficace pour conduire à la lecture, à l'écriture, mais aussi à la découverte du monde qui est autour d'eux pour qu'ils puissent bien s'ouvrir aux autres. Ils parlent d'un enseignement très important qui est l'histoire. Et ça, c'est un très beau sujet. Oui, je me souviens qu'un ministre voulait la supprimer, l'histoire. De l'enseignement de l'histoire. Et si je peux me permettre une remarque cette fois plus personnelle, j'ai fait un travail à ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on construise un regard partagé
sur ce qui s'est passé en France métropolitaine et en Afrique Sur du la Nord et en colonisation. Voilà, sur la colonisation, la décolonisation, un certain nombre de conflits. J'avais même proposé un ouvrage franco-africain Oui, on s'en pour souvient. avoir, comme on l'a fait entre la France et l'Allemagne, pour avoir une lecture partagée là où aujourd'hui il y a du conflit. Ça renvoie à ce qui s'est passé sur Charlie. Certains établissements où on a une toute autre lecture parce que on a des convictions qui sont installées depuis longtemps et peu de rencontres avec d'autres jeunes qui pensent autrement. Nadia Bellawitz, il ne reste plus beaucoup de temps. Je voudrais aussi vous faire réagir sur un des autres aspects du rapport et celui, puisqu'on est au Sénat, de Gérard Larcher, qui veut travailler aussi sur ce contrôle des flux migratoires, aussi l'accès à la nationalité française. Est-ce qu'il a eu raison d'axer son travail sur ces points et de les lier à l'appartenance à la République? J'avoue avoir été assez surprise qu'une telle place ait été laissée à ce sujet-là. Je comprends qu'il faille, faire appel tout particulièrement à ces notions, à cette ouverture finalement et à cette vivacité des valeurs républicaines vis-à-vis de personnes qui arrivent. Donc en ce sens, c'est dans le sujet, si j'ose dire, mais je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit bien compris dans le débat public. Ce qui me semblerait important, c'est que précisément, la représentation nationale, les pouvoirs publics s'organisent aujourd'hui pour créer les conditions d'un débat serein autour de ces questions-là. C'est vraiment une attente tous les jours de la part de personnes qui expriment n'être pas compris dans leur identité de manière Jacques-Bernard plurielle. Un mot rapidement justement. Moi, je crois sur que cet aspect. Non, je ne veux pas intervenir sur cet aspect-là, je veux simplement dire que ce rapport, pour moi, c'est le rapport d'un homme qui n'a pas fait appel à ses collègues pour le rédiger. Il avait le droit de le faire, et c'est aussi une pensée, c'est celle de l'UMP. Il est beaucoup trempé aux idées de l'UMP, notamment pour ce qui concerne le volet scolaire. Vous n'êtes pas dans l'esprit du président de la République. Non, mais je le dis. Commandez ce travail et cette réflexion. Je l'ai bien lu. On n'a plus le temps, Fabienne Keller, désolée. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat. Et puis, avant de terminer ce journal, cette information, la grève à Radio France prendra fin demain à 13h. On l'a appris en fin de journée. L'Assemblée générale a décidé la fin du mouvement après 28 jours de conflit. Mardi dernier, 4 syndicats avaient appelé à l'arrêt du mouvement. Seule la CGT réclamait encore la poursuite de la grève. Et puis un nouveau PDG pour Public Sénat. Emmanuel Kessler succédera à Gilles Leclerc comme PDG de la chaîne, chef du pôle économie de LCI et ancien journaliste de notre chaîne et de France Info. Il prendra ses fonctions le 1er juin. Il faisait partie des 2 derniers candidats en lice avec Alexandre Carra, ancien chef du service politique d'Europe 1. Le choix a été fait après audition des candidats et vote à bulletin secret. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 22h, Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain. Et on se quitte sur ces images de l'exposition Montagne de France, inaugurée hier soir. 80 photographies offertes au regard des passants. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura, la Corse ou encore la Guadeloupe, Martinique, Réunion, des territoires majestueux à voir sur les grilles du Jardin du Luxembourg jusqu'au 21 juillet. Image signée Lucie Guillemot.